Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission de notre format Back Issues. C'est dans ce podcast qu'avec Corentin ici présent, on vous parle de bandes dessinées qu'on a lues et dont on a envie d'un petit peu de discuter, histoire que peut-être ça vous donne des envies de lecture. Peut-être. Et peut-être pas. Qui sait? Nous ne savons pas. Voilà, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui après font « Chouette, je vais aller en ma librairie acheter des comics. » Je sais pas pourquoi je parle avec une voix bizarre comme ça. Mais c'est parce que tous les gens de la réalité parlent comme ça, en fait, à part nous. Ah, mais voilà. Oui. C'est pour ça qu'on fait des podcasts, d'ailleurs. Exactement, c'est parce qu'on est les seuls à avoir une voix normale, en fait. C'est un peu notre don et notre destin. Notre fardeau. Notre fardeau, quelque part, voilà. Oui, puisque on c'est vient comme de faire ça. Un front page et qu'on est fatigué. Donc, du coup, Arnaud sait pas trop comment rebondir sur tout ça. Et il faut quand même qu'on commence à attaquer le podcast, Arnaud. Oui, c'est vrai, il faudra qu'on le fasse. Je te propose d'en parler. Faisons-le. Donc, on a un Back Issues. Alors là, on n'a pas de super-héros en tant que tel, c'est que de l'indé, concentré chez Urban Comics, chez Panini et chez Delcourt. Bon, c'est jamais du... C'est du super-héros. Techniquement, c'est un spin-off d'un univers de super-héros. Oui, et puis il y a une approche qui fait un peu penser à super-héros, mais concrètement, c'est à chaque fois des créateurs owned, donc c'est de l'indé. Oui. Voilà. Sur Prime Video. Mais effectivement. Meilleur jeu vidéo qui arrive. Oui, non, mais c'est devenu une licence maintenant parce qu'on va parler de Battle Beast à la fin, mais voilà, donc c'est de l'indé quand même en tant que tel, dans le sens que c'est pas du Big Two, si tu préfères. Et surtout, mis à part le premier, en fait, ça va être un podcast spécial chat, en fait. Oui, c'est vrai que les Rockefellers ont un chien, donc tu auras un espace détente pour te recycler, mais c'est beaucoup des chats. Et justement, puisque tu parlais des Rockefellers, on va pouvoir commencer tout de suite par eux. Corentin, est-ce que tu peux nous présenter cette série donc écrite par Peter J. Tomasi et illustrée par Francis Manapou, qui fait partie du label Ghost Machine mené par Geoff Johns, mais qui est détaché en fait des séries de Geoff Johns que sont Geiger, enfin tout le Unnamed Universe l'univers The Unnamed avec Geiger et Redcoat. Et pourtant quoi? Il y a une planche où on voit tous ces personnages parce que Geoff Johns n'arrive pas à s'en empêcher. Oui, mais concrètement, il y a un multivers. Il y a toujours des multivers dans tous les sens et on imagine bien qu'un jour, enfin on le sait en plus qu'il y aura ça a déjà été annoncé qu'il y avait des crossovers effectivement prévus entre différents titres. On en avait parlé dans un front page récemment, je me rappelle plus. Notamment, il y a un crossover qui arrive pour cet univers justement dans lequel The Rockefellers est impliqué, puisque en fait il y a plein de personnages un peu bizarres, atypiques, répartis aux quatre coins des États-Unis, mais pour l'instant on n'y est pas du tout. Là, on met vraiment la charrue avant les bœufs, et vu le coût de l'essence, laissez-moi vous dire qu'il faut pas faire ça. Concrètement. Écoutez les conseils de tonton Arnaud. Exactement. Donc, The Rockefellers, qu'est-ce que c'est à la base? Est-ce que c'est un petit peu une version familiale des Challengers of the Unknown? Oui. Est-ce qu'on peut le décrire un peu comme ça, Corentin? En l'occurrence, si on voulait décrire les Challengers of the Unknown dans une version familiale, on appellerait ça les Fantastic Four. Donc, on peut le décrire comme ça, puisqu'il y a une inspiration qui est assez claire, assez manifeste, de la famille Richards, particulièrement de la famille Richards avec les enfants. Là, en l'occurrence, c'est un couple qui a 2 enfants et un grand-père. Mais surtout, cette influence-là, elle est facile d'accès. Je pense que c'est là-dessus que le produit va se vendre aux fans de super-héros traditionnels. Néanmoins, ça a en fait plus à voir avec une série télé des États-Unis, une série télé assez ancienne, maintenant assez poussiéreuse, mais qui avait été rebootée sur Netflix le temps de 2 saisons, qui s'appelle Lost in Space, Perdu dans l'espace. C'était pas un truc éclaté sur Netflix, ça? C'était un truc éclaté sur Netflix, effectivement, et qui se basait sur un truc moins éclaté, a priori, je n'ai pas vu cette série, de la télévision américaine il y a 30, 40 ans, un truc comme ça. C'était donc l'histoire d'un couple et de leurs enfants qui exploraient le cosmos, et il y avait cette logique très familiale, très, traditionnaliste, un peu à la Jetsons aussi, ce côté, justement, on va suivre le quotidien d'un groupe de personnages où il n'y a pas de héros individuels qui se détachent, mais bien justement le progrès, le parcours d'une structure commune de gens qui sont liés par les liens du sang et du mariage.
Donc là, c'est exactement de ça dont il s'agit. D'ailleurs, il y a des répliques qui sont des hommages directs à Lost in Space, parce que il y a le vilain, je crois, dit à un moment donné, ils sont Lost in Time, et avec effectivement ce côté Fantastic Four et Challengers of the Unknown, parce que c'est la même origine, qui est donc l'œuvre de Jack Kirby et de Stan Lee pour les Fantastic Four. On va donc suivre ce groupe de héros, les Rockefellers, qui sont les Smiths, du coup. Leur vrai nom de famille, c'est les Smiths. Les Smiths, qui sont des chrononautes qui viennent du futur et se retrouvent bloqués parce que poursuivis par une adversaire dont les motivations ne sont pas forcément très connues au début, ni même à la fin, dans le passé. Donc ils vont devoir vivre avec nous au XXIe siècle, avec leurs mœurs, leurs valeurs et leurs habitudes à eux, tout en cherchant... Et leur technologie du futur. Leur technologie, absolument, d'où effectivement le décalage, un peu le côté série télé familiale, façon, je dirais pas Code Quantum. C'est un peu l'inverse des Visiteurs, quoi. C'est un peu l'inverse des Visiteurs, quoi. Bah, c'est pas l'inverse des Visiteurs, c'est pourquoi, qu'est-ce que tu racontes? Parce que c'est pas des gens du passé qui se retrouvent dans le présent, mais des gens du futur qui se retrouvent dans le présent, mais concrètement, c'est un peu ça, quoi. Donc, et qu'est-ce que je voulais dire, moi? Quoi? Genre, c'était pas une bonne analogie. Si, mais c'est pour ça que je me suis arrêté. Est-ce qu'elle était pas ultra pertinente? Poser mon micro et t'applaudir. Parce que c'est exactement ça, en fait. Bah voilà. Je suis sûr que Thomasy a vu les Visiteurs. Et il s'est dit, et si on faisait l'inverse? C'est tellement culte qu'ils en ont fait un remake aux États-Unis, justement. Oui, les Visiteurs en Amérique, tout à fait. Non, qu'il y a même eu un remake américain des Visiteurs. Les Visiteurs en Amérique. Voilà. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Oui. En France. Ouais. Mais avec Jean Reno et Christian Clavier, hein. C'est les deux qui reprennent leur rôle pour la version Amerloc. Néanmoins, sans rentrer dans un débat parallèle sur les Visiteurs, toutes les répliques qui me reviennent. C'est ça le danger. C'est ça le danger, quoi. Donc là, ça n'a rien à voir parce que c'est pas exactement ta gueule. C'est pas exactement une série comique. C'est une chronique familiale. C'est léger, mais c'est pas drôle. Voilà, c'est léger. C'est cette ambiance encore une fois, de série télé des années 50-60. C'est vraiment le but étant de tous les jours accompagner ces voyageurs temporels décalés. Ta gueule. Ces voyageurs, c'est insupportable. Ces voyageurs, c'est insupportable! Décalés dans le passé. Et donc, avec des petites scénettes qui font assez peu avancer l'intrigue de fond. Ça, c'est un reproche qu'on peut faire à l'album, c'est que c'est vraiment à deux vitesses. D'un côté, tu as cette envie vraiment ponctuelle c'est impossible. Arnaud est mort de rire, il est en train de se refaire tout le film dans sa tête. Comment on travaille ici, ok? Il y a des gens qui nous écoutent. Oh, Dame Ginette, tu es un laidron, mais tu es bien bonne. Passe-moi la gourdasse. T'as pas vu ton pif? Oh là là, pardon. J'ai presque envie de tout exorciser, quoi. Ouais, tu couperas au montage, parce que par contre, c'est insupportable. Donc, et voilà, donc il y a une vraie problématique. Il y a une carriole du diable, il n'y a pas de chevaux qui le font marcher. Carriole du diable, c'est tout ferré, il y a plein de bœufs pour tirer. Venez voir, monsieur. Venez voir. À quelle famille appartient cet écu? Quand tu vois le logo de la Poste. Non, mais là, c'est plus audible pour les gens, Arnaud. Concentre-toi, s'il te plaît. Pardon. Donc, il y a un vrai problème de rythme, en fait. Et ça, c'est un reproche qui manifeste. De fait, Thomasy, ça a toujours été un scénariste de la paternité. En tout cas, c'est comme ça qu'il a vraiment mérité ses galons. Parce qu'il devient familial. Ouais. Voilà, il avait déjà produit des comics avant Batman et Robin. Mais c'est avec Batman et Robin, le numéro Requiem, le racine entre Damian Wayne et Bruce Wayne. Et même, quelque part, qu'il a un peu sublimé, hein, avec Gleason, le personnage de Damian, qui était souvent vu comme une tête à claque, un peu, par les lecteurs d'avant. Il a réussi à trouver des façons d'écrire leur dynamique en s'inspirant de son rapport avec son propre fils de manière très, très saine et très belle. Ce qu'il a refait ensuite dans Superman, évidemment. Avec Jonathan et Clark Kent, qui était génial. Et donc, je pense que Geoff Johns, donc, quand il est parti de chez DC pour monter sa boîte à lui, avec des copains, des anciens collaborateurs de chez DC Comics, c'est pas que des dessinateurs, vu que ensemble, parce que Thomasy était aussi éditeur, hein, chez DC, avant de devenir scénariste. Il a édité, il était éditeur sur le groupe Green Lantern, et c'est comme ça qu'il avait d'ailleurs ensuite commencé à écrire du Green Lantern Corps. Exactement. Avec Patrick Gleason déjà à l'époque. Ils étaient extrêmement proches, Geoff Johns et lui, et donc je pense que Geoff Johns s'est dit, j'aimerais bien justement, il y a toujours un côté un peu fourbe
dans ses propositions de Ghost Machine, dans le sens où tu vois quand même que c'est fait pour être adapté, tu vois quand même que c'est des pitchs clés en main, pardon, c'est vraiment du Mark Millar / Kirkman ça ne se cache pas d'être des comics hollywoodiens. Tanyan Ford, Ramvé même dans une certaine optique, hein. Par rapport Tanyan Ford par rapport à Exquisite Corpse, Ramvé par rapport à d'autres, par rapport à Decidia même aussi, tu vois. C'est vrai, mais peut-être qu'il y a moins ce côté. Je veux dire, tous ces auteurs qui ont commencé à monter des labels, en fait. Des structures, donc Tiny Onion, Skybound, c'est vieux, pas que tu Rick vois. Remender, si, il y a quand même... Rick Remender aussi, oui, il y a carrément. quand même Holy Roller, mais c'est plus compliqué d'adapter du Rick Remender que du Geoff Jones. Les propositions artistiques sont peut-être plus sincères ou plus riches. Ça dépend desquelles. Et puis, en l'occurrence, Rick Remender a déjà été adapté plusieurs fois maintenant, donc bon. Oui, avec quel résultat, ceci étant. Même lui, il avait dit qu'il avait jamais écrit pour être adapté et que c'était ça le secret du succès et que si vous écriviez un comics pour être adapté, souvent c'était fade. Oui, enfin. Je suis assez d'accord avec lui de ce point de vue. Non, mais sur le discours, bien sûr, mais dans les faits, quand tu te rappelles-toi de la série avec Death or Glory avec Bengal, je suis même surpris que personne n'ait voulu l'adapter encore, tellement c'est facile à faire, tu vois. Ouais, peut-être. Donc il y a quand même certains projets qui sont aussi comme ça. Peut-être que c'est une question de manque de talent voilà, l'originalité des propositions, pour moi, n'y est pas. On l'avait déjà dit avec Geiger. Geiger, c'est pas original pour dessous. C'est des personnages qui ressemblent, enfin, un personnage principal qui ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà vu en super-héros, qui se retrouve propulsé dans un monde à la Mad Max, ce jeu vidéo de tir avec un Borderlands. Merci. Borderlands. Le GI Robot, c'est littéralement Junkyard Joe. Et c'est quoi sinon juste une BD avec un robot sympa dans un monde de militaire, enfin de post-militaire en l'occurrence. The Unnamed, voilà, c'est Indiana Jones au temps de la Révolution américaine. Redcoat, du coup. Redcoat, pardon, oui. The Unnamed, c'est l'univers global. Et voilà, le fait est que c'est très lamentant comme proposition. Là, c'est pareil. On te refait Perdu dans l'espace avec des chrononautes. On te refait les Fantastic Four avec un grand-père. Et pour moi, ça marche. C'est-à-dire que ça se lit sans déplaisir. Oui. Je trouve qu'il y a des bonnes idées. C'est sympa, ce côté, effectivement, BD très à l'ancienne, très Silver Age, très classique, où en fait, chaque épisode suit le quotidien de ces personnages décalés. Donc, il y a des trucs qui sont rigolos. Le grand-père qui a 125 ans, quand même, qui fait de la muscu, qui fait un peu rêver toutes les vieilles du quartier qui disaient oh dis donc il est quand même encore fringant pour son âge et tout, la petite héroïne qui est trop mignonne en plus, qui a vraiment grandi au contact de sa grand-mère qui était une écolo, qui refuse de couper les arbres. Bon, le gamin, je trouve qu'il est encore un peu fonctionnel. Le père, c'est clairement Red Richards, il passe sa vie dans le laboratoire à essayer de démerder les problèmes et tout. Sa mère à l'inverse, enfin la femme je veux dire à l'inverse, bon elle est pareil, hein, encore un peu inactive. Mais voilà, on t'explique qu'elle va prendre des bains glacés. Enfin, son daron se fout de sa gueule parce qu'il dit que c'est pour ralentir les effets de la gravité sur son corps, on va dire. Il y a plein de promesses, il y a plein d'idées qui sont un peu comme ça jetées dans le désordre. Ça fait très Kirkman pour moi, vraiment, ce côté père-fils, couple, et un peu high concept, dont on te dit que t'auras pas les réponses tout de suite. Ce côté, pareil, sans déflorer l'identité du personnage qui sert d'antagoniste. Ça fait, voilà, tu peux le voir venir à 10 km si t'es pas bête, mais c'est évidemment un truc qui fait encore une fois très invincible sur le papier. Le gros problème que j'ai, moi, c'est que pour l'instant, pour un tome 1, ça n'a pas raconté grand chose. C'est pas si drôle que ça. C'est un peu le problème aussi, c'est que les idées sont bonnes, mais elles sont pas très poussées. En fait, le fait qu'il soit justement, il fait une parabole aussi par rapport au programme de protection des témoins sur le fait que ça arrive aux États-Unis, des familles qui ont qui ont témoigné à la suite d'un procès contre un mafieux, contre un réseau de clandestins d'assassins et tout, sont déplacés, prennent de nouvelles identités, doivent se réadapter à leur nouvel environnement. Là, c'est un peu ça dont il s'agit. Du coup, tu suis un peu leur quotidien, t'es content, et il y a des petits propos écolos et tout, mais à côté, en fait, du coup, t'as l'impression qu'il y a une intrigue secondaire plus intéressante qui ne se développe pas. Comme le fait c'est pas un spoil, de se débarrasser de la grand-mère des premiers numéros, même de l'introduction du premier numéro. Je trouve ça un peu dommage, parce que t'as pas vraiment de construction en flashback, comme tu pourrais l'espérer pour une série télé, justement. Ce qui fait que t'es vraiment dans une sorte de flot temporel, qui, voilà, en fait, ne tient pas, pour moi, pour l'instant, toutes ses promesses. J'aurais préféré qu'il fasse un gros album avec les 10 premiers numéros, on va dire, parce qu'au moins, ça aurait été plus vite. Ou 12, ouais, mais Ou 12, ouais. Parce que après, ça accélère plus rapidement dès le tome 2. Et mon plus gros reproche, c'est que je n'ai pas reconnu le Manapool que j'aime bien.
Ah ouais, parce que autant pour le coup, je trouve que c'est du Manapool assez qualitatif. En tout cas, tu y vas pour les beaux dessins et parce que c'est un peu comme Rook Exodus au final et même Geiger en tant que tel. C'est vrai que Ghost Machine, c'était quand même des publications. Alors, c'est pas non plus l'époque Extreme Studios de Rob Liefeld et tout ça. Très 90s. Mais c'est piloté. C'est très fin années 90. Mais je veux dire que c'est piloté par les artistes en fait, vraiment, Ouais, tu vois. Ouais. C'est vraiment, tu vas plus parce que t'aimes le dessin. Au niveau des designs, il y a quelque chose il y a une sorte de, c'est compliqué parce que c'est pas commun entre Geiger et la série qui se passe sur la planète avec les phacochars géants là. Rook Exodus. On va Rook Exodus, merci. C'est pas les mêmes designs, mais il y a un côté très ricain. Oui, et t'y vas pour le dessin, quoi. Bah, je peux pas être d'accord avec toi, par contre. Si, parce que tu reconnais bien que le scénar de ces séries n'est jamais excellent. Fan des artistes, mais oui, voilà. C'est rarement très beau. Enfin, tout est discutable, mais je pense que quand même, voilà. Mais Gary Frank, Jason Fabok et Francis Manapool, c'est des artistes qui sont quand même, qui sont artistes vedettes de leur histoire. C'est des vedettes qui sont appréciées d'une grande partie du lectorat. Tout à fait. De façon générale. Absolument. Et donc, les gens qui suivent Ghost Machine, je pense que c'est vraiment parce que tu as une promesse à chaque fois d'artistes, voilà, que tu apprécies et qui sont qualitativement appréciés aussi. Voilà, qui vont avoir le temps de faire Redcoat, c'est Brian Hitch. Brian Bridge. Rien à voir. Ian Bridge. Non, c'est Brian Hitch. Brian Hitch, moi, je trouve ça moins incroyable. Moi, je trouve ça, tu vois, pour le coup, c'est pas, voilà. Je sais que c'est moins gratté, mais je trouve ça plus agréable que ce que propose Gary Frank sur Geiger. Je supporte plus Gary Frank, moi, ça y est. Mais c'est parce que, Ah, mais la période Doomsday Clock, ça t'agace. Je peux plus voir son dessin. Oui, c'est pour ça. Ça me sort par les yeux. Tu as été traumatisé. Là, non, mais si tu veux, oui, c'est joli, c'est bien dessiné et tout, mais pour moi, c'est pas du niveau de ce qu'il faisait sur Flash, tu vois. Enfin, après, c'est des personnages qui prêtent moins à ces effets de déformation et de perspective qu'il avait sur Flash aussi. Mais c'est vrai que par contre, sur la composition, il faisait des trucs vraiment un peu foufou. Mais là, est-ce que c'est pas plutôt parce que Buccellato lui donnait des bonnes idées aussi de découpage? Probablement. Et que Tomasi peut-être se montre plus sage. La série Trinity de DC qu'il avait dessinée était déjà, pour moi, peu intéressante au niveau découpage et tout. Ouais. Là, même au niveau des costumes, ils sont sympas, les costumes des Rockefellers, mais finalement, tu les vois peu. Il manque un truc. Pour moi, c'est une lecture que je pourrais recommander. Je dirais aux gens, oui. Tu sais à quoi elle me fait penser vraiment cette lecture? Vas-y. Au Fantastic Four de Ryan North. Tout à fait. Pour ce côté épisode unique, un peu dessin animé du samedi matin. Et t'as même l'intrigue avec, on va dire, les scientifiques aussi. Une sorte de monstre un peu qui fait énormément penser à un numéro du Fantastic Four. Alors, de North avec Humberto Ramos sur son relaunch, mais il y a une intrigue qui est vraiment très très similaire, quoi, je trouve. Oui, non, mais j'y ai pensé aussi en le lisant parce que il y a ce côté épisodique, effectivement, et ce côté vraiment tout public. C'est pas là pour faire peur. Ça peut être lu par un enfant, il y a pas de souci. Le truc, j'ai trouvé ce que je voulais dire. Là où Tomasi est brillant dans l'écriture individuelle du dialogue père-fils, là, je ne trouve pas pour moi, ça ne se distingue pas assez, justement, de BD comme les Fantastic Four, où t'as des vraies mécaniques familiales qui sont, même chez Slott, bien articulées et tout. C'est peut-être pas là qu'il aurait dû mettre tous les efforts du monde, dans le sens où, effectivement, quand t'as lu les Fantastic Four de Ryan North, t'as envie de recommander plutôt les Fantastic Four de Ryan North aux gens que Rockefellers. Ouais. Voilà. Ce sera mon bilan du truc. Donc, Rockefellers, malgré tout... T'es d'accord? Pardon? T'es d'accord ou pas? Je suis plutôt d'accord. Moi, je trouve que c'est sympathique, mais que c'est pour l'instant pas exceptionnel. Bah voilà. Donc, si tu me dis que le deuxième tome, ça s'élève un peu et que ça s'accélère, j'imagine que ça donne une bonne raison de poursuivre l'expérience initiale, mais après, de façon générale... Pour moi, ça reste quand même meilleur que Rook Exodus et Sergio et Geiger. Ouais, voilà, mais après, moi, mon sentiment, c'est que j'ai plutôt l'impression que l'ensemble des titres Ghost Machine sont quand même pas incroyables, en fait. Non, tu vois, c'est que la promesse de l'ensemble, elle est sympathique, en fait. C'est vraiment des BD que je lis, comme tu disais avant, sans aucun déplaisir. Après, est-ce que j'ai un réel plaisir à aller découvrir ces univers et ces personnages? Bof, vraiment, je suis pas plus enthousiasmé que ça non plus. Et ça m'énerve un peu parce que c'est des artistes que j'apprécie vraiment, sur un très grand nombre de leurs travaux. Bien sûr. Et donc après, c'est juste que, moi, j'aime bien Redcoat. J'avoue, je trouve ça, c'est marrant. Tu vois, c'est côté un peu complotiste et tout.
sur l'origine des États-Unis, je trouve ça marrant. Mais effectivement, est-ce que je vais tous les mois attendre mon numéro et tout? La réponse, c'est non. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment pas désagréable, mais je dirais pas que c'est un indispensable. Ceci étant dit, si vous appréciez et que vous voulez vous laisser tenter, les Rockefellers. Donc c'est disponible chez Urban depuis le 20 mars 2026 au prix de 18,50€ pour ce premier tome. Peut-être si vous avez un creux de Fantastic Four. Voilà, si vous avez lu tout ce que North a fait, vous vous dites j'aime bien moi mécanique familiale et tout, bah voilà, vous avez ce truc-là. Et encore une fois, il y a plein de trucs très cool, mais c'est sympathique. Ensuite, Corentin, on va du côté de Panini et de leur production en indé. Puisque oui, Panini fait des comics en indé aussi. Ils n'en font pas énormément, mais ils essaient justement de choisir les bons. Et en l'occurrence, cette année, je pense qu'on sera quand même très bien servi du côté indé, puisque on a donc Firal dont on va parler tout de suite, et puis en revenant après, on aura Uncanny Valley qui est quand même très sympathique. On aura 20th Century Man et Assorted Crisis Events de Dennis Camp qui sont aussi là de très très bonne facture. Donc ce sera plutôt et la ferme des animaux Tom King. Enfin la fourrière des animaux en l'occurrence de Tom King. Donc non c'est encore avec des chats d'ailleurs. Ouais. Quelque part, est-ce que la team chat, est-ce que est-ce qu'on serait pas en train de gagner? Est-ce que le spectre culturel n'est pas en train enfin de s'inverser dans le bon sens? Ouais, c'est d'autant plus vrai que Firal, donc c'est fait par Tony Flix et Trish Forstner qui avait fait Stray Dogs avant, donc qui était l'album pour la team chien, et en fait pour une série avec la team chat, ils vont beaucoup plus loin en fait, parce que c'est une vraie série régulière en l'occurrence, et c'est pour ça que ce tome 1 n'arrive que maintenant, parce qu'en fait ils ont bien compris que pour les séries indé, faire des tomes 1 de 6 numéros, et d'autant plus quand t'es Panini et que t'es pas forcément identifié pour tes séries en indé, en fait c'est là clairement à perte. Donc là ils font un tome avec les 10 premiers numéros, je sais plus. C'est 272 pages. Ouais, c'est 10 premiers numéros. Donc voilà, ils font des tomes doubles, et ils ont parfaitement raison, d'autant plus que ça se lit assez vite quand même, le rythme le rythme est rapide, il y a pas non plus 12 000 dialogues non plus. Donc l'idée c'est que avec Firol, donc on s'intéresse à des petits chats qui sont dans une camionnette de fourrière au départ. Oui. Et en fait la camionnette fait une embardée, elle tombe dans la forêt. Et le truc c'est qu'il y a une épidémie d'orage très très vénère qui a lieu, et donc tous les autres animaux potentiellement peuvent être un danger mortel pour tous ces petits chats, et donc ils vont essayer de errer dans la forêt de lieu pas sûr en lieu encore moins sûr, et tenter de survivre dans un comics qui, alors comme Stray Dogs, a cette proposition artistique de reprendre un style graphique très Don Bluth, très dessin animé à la Disney, avec une tonalité par contre beaucoup plus sombre, violente, même très violente par moments. C'est aussi de l'horreur en tant que tel, Feral. C'est comme ça que le présente en tout cas. En ça du premier numéro, ils disaient justement après Stray Dogs, on voulait refaire un comics horreur animaux. Ouais, c'est ça. Corentin, qu'as-tu pensé? Arnaud. Quoi? Je pense que ton avis sera peut-être plus intéressant, toi qui détestes les chats justement. Et c'est vrai. parce que je pense que j'ai moins apprécié que toi en plus. Donc ça tombe bien. Moi j'ai d'autant plus apprécié qu'on voit effectivement plein de petits chats mourir, et que du coup ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir instinctivement. J'étais là, je sais, quel délice. Non, alors par rapport à Stray Dogs notamment, ça profite vraiment de ce format long pour développer cette intrigue, une intrigue de survivalisme en fait. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de comparaisons un peu faites aussi à genre, est-ce que c'était Walking Dead avec des animaux où tu remplaces les zombies par des infectés, donc plutôt une sorte de 28 Days Later vu la vitesse désinfectés en fait, parce que là clairement ils sont énergiques, et je trouve que c'est hyper bien construit en fait. Enfin c'est vraiment haletant pour le coup, c'est une sorte de récit à suspense où tu te prends très rapidement d'affection pour les protagonistes, et pas seulement parce que c'est des petits chats, mais parce qu'en plus parce qu'ils ont bien leur caractéristique, leur personnalité qui est développée, et je trouve surtout que c'est la promesse scénaristique en fait elle est tenue. C'est-à-dire qu'on dit, il y a des chats, vos héros, ils vont mourir, ils vont en prendre plein la gueule. Ils vont vraiment mourir pour certains, ils vont vraiment en prendre plein la gueule. Et je trouve même que la deuxième partie de l'album, elle est carrément vénère, en fait. Dans le niveau d'horreur, en fait, c'est jamais, le style de dessin fait que ce sera jamais horrible à regarder, qu'on ira jamais sur les terrains d'un Crost. Mais concrètement, dans ce qui se passe, vraiment, c'est hardcore. Vraiment, j'ai été même surpris, en fait,
de l'intensité horrifique de certains passages. Et dans ce cas-là, moi, je suis content puisque je ne vis que pour l'adrénaline, le sang, les boyaux et tout ça. Donc non, je trouve que c'est vraiment un récit qui est vraiment hyper efficace dans sa gestion de l'attention pour les personnages, parce que tu es vraiment toujours surpris en fait, enfin en tout cas tu es toujours très attentif au devenir de ces animaux, parce que vraiment il n'y a pas de situation où ils seront pas en danger à un moment ou à un autre. La façon dont ils font intervenir comme certains êtres humains, enfin il y a quand même des êtres humains, parce que les êtres humains n'ont pas disparu, ils sont bien au courant qu'il y a une épidémie de rage, donc à la fois on te fait comprendre visiblement que comme dans la vraie vie, la rage, ça peut aussi atteindre les êtres humains, mais qu'une épidémie de rage, ça s'en d'une seule façon, c'est en allant buter les animaux contaminés. Donc, t'as 2 dangers, en fait, concrètement. T'as tout un tas d'autres animaux qui sont utilisés. Donc, moi, j'attends de voir, parce que là, c'est que le premier tome, et je sais que la série, elle est déjà au numéro 20 et quelques. Donc, je sais pas jusqu'où. 21, ouais. Ouais, je sais pas jusqu'où ils iront. J'espère vraiment qu'ils arrivent. Je leur envoie des photos de mes chats, d'ailleurs. Ah, j'adorerais les voir se faire trucider, ouais. Donc, non, parce que dans la postface, ils disent aux gens d'envoyer des photos des chats et on les publiera. Donc, faut que j'envoie Bowie. Non. Oui, voilà. Comme ça, ils se feront dézinguer en BD. Ils sont pas tués. C'est des photos des chats qui sont publiées. Oui, mais moi, je veux que tu leur envoies en leur disant ce que vous pouvez faire mourir mes chats. Qu'est-ce qu'ils t'ont rien fait, mes chats? Je les déteste, tes chats. Mais pourquoi? Parce que c'est des monstres. Tu les as vus 2 fois, je crois. Oui, ça m'a suffi. Toi, j'ai jamais vu le petit, en plus. Ça m'a suffi, bien sûr que j'ai vu. Ah bon? Bah oui. Quelle occasion? Avec ses yeux jaunes de l'enfer, là. Ah, en photo, tu l'as vu. Oh là là, quelle horreur. Mais non, je l'ai vu en vrai. En plus, c'est un peureux, là, il se cache tout le temps. Oui. Et Bowie aussi, là. Bref, je les aime pas, tes chats, c'est tout, j'y peux rien, ils sont comme ça, ils m'aiment pas non plus, c'est réciproque. Non, mais ils aiment personne, à part moi. Et Oussam. Donc voilà, j'espère vraiment que c'est une série qui va pouvoir tenir sur un vrai long terme. J'aimerais bien que ce soit une vraie belle ongoing de 4-5 tomes de cet acabit-là, parce que j'ai vraiment pas grand chose à lui reprocher en tant que tel, si ce n'est que ça va pas raconter. Alors il n'y a pas de sous-texte travaillé plus que ça non plus. Ça parle pas ça dit pas grand chose de la gestion des épidémies qu'on a eu récemment non plus. Tu vois, il y a pas de. Et non, il y a pas de débat sur le pass vaccinal. Voilà, non, mais tu vois, il y a pas d'autres trucs derrière. Mais en même temps, là, on est vraiment dans une vraie proposition de genre, et le pari des auteurs, c'est je sais plus si Trish Fortner est une nana ou pas, mais on va dire de l'équipe créative, c'est vraiment on va vous tenir en haleine, comme dans les meilleurs, comme dans un bon polar, quoi, vraiment. Et là-dessus, je trouve que le contrat, il est vraiment super rempli. Je trouve juste que le dessin, parfois, gagnerait à, je sais pas, avoir un peu plus d'épaisseur. Je trouve que, après, je comprends, c'est aussi le pari artistique d'avoir ce côté très dessin animé, tout ça, et parfois je trouve que c'est un peu léger. Et en même temps, comme dit, on va dire qu'à un moment, il y a c'est pour appuyer le sens du décalage. Il y a une dame à chat qui intervient, on va dire, une vieille dame à chat, oui, et là, le dessin prend d'autres allures aussi. Donc, il y a d'ailleurs une grosse incompréhension de ce qu'est la toxoplasmose. Pour ceux que ça intéresse, la toxoplasmose ne vous rend pas fou et ne vous rend pas obsédé par les chats non plus. A priori, c'est au fil surtout des migraines, mais ça, c'est encore un autre sujet. Oui, mais c'est comme l'hélisavirus. Est-ce que les symptômes sont complètement compris, voilà, quoi. Pardon? Ça, du lysavirus, du virus de la rage, en fait, par rapport à l'hydrophobie, notamment, où en fait, c'est pas forcément une vraie, parce qu'on parle d'hydrophobie, parce que c'est le terme latin notamment qui a donné ça, mais en fait ça veut pas dire qu'ils ont forcément peur de l'eau, je crois, enfin pas comme c'est montré ça, parce qu'il y a un autre film qui s'appelle Primate, qui était sorti en début d'année, où c'est un chimpanzé qui a la rage, qui commence à buter des gens, et il y a aussi ce côté il se réfugie dans la piscine parce qu'il peut pas approcher de l'eau, et après j'ai pas fait d'études sur la rage en tant que telle, mais ce que j'ai regardé après, c'était pas forcément exactement non, mais ça. La rage, c'est le virus zombie. Il y a pas de. Oui, non, mais ils font ce truc-là pour l'eau, pour que ça permette de faire comment dirais-je, un obstacle naturel aux zombies, parce que les zombies, les vrais, ne vont pas se baigner non plus. Ouais, mais le truc, c'est qu'a priori, la rage, il y a aussi un truc avec l'eau par rapport aux gens qui sont infectés et aux animaux qui sont infectés par la rage. Donc, ça a une vraie base réelle de justification. Mais bon. Mais toi, Corentin, tu ne m'as pas dit? Parce que toi tu es team chat, donc tu t'es dit, ah non, c'est trop triste, les petits chats qui meurent, j'aime pas. Non. Mais après, je suis pas persuadé que ce soit une BD qui soit particulièrement recommandée aux gens qui adorent les chats ou qui. Non, ça n'a rien à voir, ça. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai grandi avec des chats, donc je pense comprendre à peu près la mécanique féline. Néanmoins, c'est lisible par n'importe quel type de public, même les gens qui ne supportent pas les chats.
C'est ça que j'aime bien, moi, La justement. preuve. Il y a différents types de BD avec des animaux anthropomorphes, on va dire, en tout cas, qui ont un cerveau humain, qui communiquent comme des humains. Vous avez Rover Red Charlie, par exemple, où en fait, l'histoire pourrait être l'histoire de vrais chiens. Où certes, ils communiquent, certes, il y a des dialogues, etc., mais ce qu'ils font en termes d'action dans le récit, c'est le comportement qu'auraient des vrais animaux. Vous pourriez foutre une caméra sur des clébards, sans les dialogues, ce serait réaliste. Et vous avez les récits qui ne sont pas réalistes, justement, où les animaux font des trucs extraordinaires qu'ils ne sont pas censés faire, comme Scurry. Voilà, dans Scurry, il y a un barrage de castors avec le vieux roi sous la montagne, où c'est clairement du Tolkien. Voilà, ça n'existe pas dans la vraie vie. Là, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait rire, ce que j'aime bien dans cette BD, c'est justement tout ce décalage ironique sur le fait que la rage, évidemment, c'est pas un virus de zombies, mais c'est la rage. Le fait que, par exemple, à un moment donné, ils sont dans une maison avec une télévision et les chats qui ont grandi en intérieur savent ce qu'est une télévision, ce qu'ils appellent la boîte sur le mur. Ils comprennent du coup que la boîte sur le mur, elle parle, que la boîte sur le mur, il y a des oiseaux qui passent dedans, etc. Mais que c'est pas la réalité. Et qu'à l'inverse, les chats des rues qui n'ont jamais eu de télé, eux comprennent pas, ils croient que c'est réel et tout, ça c'est assez marrant. Tout le dialogue sur le comportement du chat aussi, où ils appellent, alors je sais pas comment se traduit en français, mais ils appellent les humains les people, parce qu'ils ont pas de mots pour dire humain. Ils appellent les people, et ils disent, grosso modo, les people, ils servent à nous nourrir, ils servent à jouer avec nous quand on a envie, sinon le reste du temps on les ignore, etc. J'aime bien tout le langage visuel aussi, parce que il y a une vraie, il y a un vrai langage visuel chez les chats, justement, autant que chez les chiens. Les chiens, on identifie assez bien le battement de la queue quand ils sont contents, comment on appelle ça déjà, le jappement, le halètement du chien quand il a chaud et tout. Les chats, c'est assez récent, les études qui ont été menées sur Avec leur dos rond, là. quand ils font le dos rond, effectivement. La queue qui va un peu sur le côté. La queue qui est toujours verticale quand ils sont en confiance. Vous voyez un chat dans la rue, s'il vous fait confiance, vous l'appelez, la queue va se redresser. Les oreilles en arrière quand ils sont mécontents, qu'ils ont peur. Les frottements, etc. Tout ce qui fait le dialogue du chat. Là, par exemple, quand deux chats se croisent, tu sais, ils vont se tourner autour. Et ça, c'est effectivement assez réel, assez basé. Si vous avez déjà vu des chats qui se découvrent, entre guillemets, ils font souvent ce truc-là. Le rapport à l'odeur aussi. Et tout ce petit... Oui, ils s'en parlent de l'odeur aussi. Ouais. Tout ce petit langage de posture, pour moi, est très bien fait. Il y a des trucs qui me manquent, à mon sens. Tu sais, la marche du chat sur une ligne. Parce que, contrairement au chien, justement, il marche pas en décalé, en 4x4 comme ça. Il marche souvent avec les pattes vers l'intérieur du ventre. Ça, il le rate un peu. Il fait plus des trucs à la façon Disney, en fait. Mais vraiment le roi lion. Ouais, tu vois, il marche plus comme des lions, en fait. Puis ils ont pas de poche ventrale, quoi. Ils ont pas de poche ventrale, ouais. Ça, c'est quand même un scandale. Même au niveau design, le petit, là, celui qui est un peu handicapé. Ça, c'est bien, par contre, qui parle du côté trauma. Parce que, tu sais, les chats, pareil, ça a des cerveaux assez fragiles, en fait. Ça se traumatise très facilement. Et le chat qui a grandi en intérieur et les crasses, en fait, que Elsie, la daronne, entre guillemets, de la maison, qui était jalouse, parce que ça, c'est aussi un vrai truc. Les chats n'aiment pas forcément toujours la compagnie. Même si c'est un peu un mythe qui déteste les autres chats, mais voilà. Elle essaie de faire abandonner le petit. Et du coup, il se fait casser la gueule dans la rue. Quand il le retrouve, après, il a plus toute sa tête. Moi, j'ai un chat comme ça à la maison, par exemple. Un chat qui a grandi dans la rue. Du coup, il est traumatisé. Effectivement, comme dit Arnaud, il a peur de tout. Et il est extrêmement con. Parce que, a priori, il a pris des coups dans la tronche quand il était petit, etc. Du coup, il boit trop parce qu'il a pas trouvé de point d'eau. Enfin, il a peur de pas trouver de point d'eau régulièrement. Ça, le veto nous a fait, des pistes partout, du coup. Il pisse partout, effectivement. C'est une horreur, ouais. Et il boite aussi, voilà, j'ai un chat noir qui boite. Mais du coup, voilà, moi, tout ça me plaît parce qu'effectivement, j'aime bien la bestiole. En revanche, et c'est marrant aussi parce que le genre du zombie, il était très usité à un moment donné. Il y a eu beaucoup de fiction autour des zombies quand Walking Dead est sorti, que ça a été un peu la mode. On sait plus trop comment réinventer le zombie. Comme tu le dis, il y a eu des expériences qui ont été menées sur le zombie qui va vite, des fictions plus géopolitiques avec les zombies comme World War Z, ce film de merde. Il y a eu plein de trucs. Mais le bouquin était bien. Tout à fait. Des trucs qui ont été tentés pour essayer de réinventer un peu le zombie, avec des allégories, etc. Et en fait, là, c'est du zombie à la Romero. C'est très, très classique. C'est littéralement la découverte de l'épidémie, le monde naturel et la ruralité des États-Unis. Donc, tu sais, avec les clichés, la maison abandonnée, la ferme, enfin, la grange. Tout ce côté, on va se reconstruire, une société aussi. Les fanatiques, c'est un truc de la secte, tu vois, comme t'as dans Walking Dead. Ou The Lady Keeps Us, comme ils disent en VO, je sais pas comment se traduit en français, avec la vieille dame. En fait, c'est un peu le gouverneur, tu vois. La gardienne nous protège. Exactement. C'est un peu, en fait, voilà, la communauté où on pourra se rebâtir, mais on est enfermé avec un gourou satanique, entre guillemets, et en fait, c'est tous les codes des films de Romero qui ont été aussi redigérés par Kirkman, qu'on te refait, mais comme t'as le prisme du félin comme gimmick, tu peux les redécouvrir sous un jour un peu nouveau, et
Et comme tu dis, voilà, il y a des trucs qui sont un peu extrêmes. Moi, là, c'est là où ma suspension de crédulité s'arrête. Même affamé, au bout de 3 minutes, les chats commencent pas à bouffer des humains. Il y a quand même des envies de faire hardcore. Tu vois, il y a des envies de pousser l'effet de choc. Et là, du coup, moi, je me dis, là, c'est vraiment juste pour l'effet, en fait. Et ça marche plus. Tu vois, oui, mais ça reste de la fiction aussi. Donc, c'est pour ça que ça marche aussi. Sûr. Parce que du coup, tu dis, ah, ok, c'est des chats mignons, mais qu'il y a qui commencent effectivement à. Oui, bah, ça reste des égoïstes. Hein. À manger quelqu'un, tu fais, what? Ouais. C'est horrible. Mais j'aime bien aussi, pareil, ce propos sur la servitude. Parce que, naturellement, les gens qui ont justement des chats vont souvent te dire, c'est cruel d'avoir un chat parce qu'un chat, ça a besoin d'un grand territoire. Et les laisser enfermer, c'est pas bien pour eux, etc. Alors, il y a beaucoup de débats par rapport à ça. Les vétos, t'as un des chats qui dit à un moment que c'est pas normal son comportement, parce que normalement, enfin, les chats, on en a rien à foutre de nos maîtres. Sauf exactement. Exactement. Même Elsie qui dit justement, on vit pas libre, on est enfermé en fait. Même si on est protégé, on est enfermé. Et ça, justement, c'est un vrai truc par rapport au côté. Il y a des bestioles qui veulent absolument sortir au point de risquer leur vie, parce qu'il y a régulièrement des disparitions et tout. Et ce qu'elle fait pour réagir à ça, qui est absolument pas rationnel, hein, c'est justement super intelligent de positionner ça avec cet animal-là, tu vois. Comme dans Stray Dogs, où il y a tout ce rapport à la fidélité naturelle du chien, même quand son maître est un monstre, etc. C'est vrai que c'est des auteurs qui s'intéressent réellement, en fait, aux animaux qu'ils utilisent et qui font pas juste des décalques de comportement humain juste sur des animaux. Ouais, voilà. Justement, c'est ce que aussi Garth Ennis avait très bien réussi avec Red Rover Charlie, où justement, il arrivait parfaitement à synthétiser l'esprit de l'animal canin pour en faire un élément de personnalisation, de caractère. Donc ça, moi, j'apprécie beaucoup. Je trouve en revanche que c'est un peu léger. Rythmiquement, c'est parfait, il y a pas de souci, ça avance très très bien vers son but. C'est plein de péripéties. Vu que c'est des bêtes qui sont un peu stupides, c'est facile de faire avancer naturellement l'intrigue. Le coup des bébés, voilà, c'est une super idée aussi pour pareil instiller cette logique zombie, parce que dans les mondes de zombies, souvent du temps passe, en tout cas dans Walking Dead, et des générations après se multiplient. Et donc c'est quoi élever un enfant dans un monde de zombies? C'est vachement bien. Puis très Aristocha, du coup. Très Aristocha, il y a beaucoup d'influence là-dessus, même au niveau des designs. En revanche, effectivement, je trouve l'héroïne tête à claque. Enfin, pas tête à claque, mais... Antipathique? Ouais, antipathique. Je trouve l'héroïne assez antipathique. Bah, en même temps, là, c'est bail, quoi. Elle est pas cool. Ah non, elle est pas cool. Non, c'est clair et net qu'elle est pas cool. Mais du coup, ça, la progression de l'intrigue va plus vite que l'évolution des personnages. Je sais pas si c'est très clair. Ce qui est pas un problème en soi, mais je trouve ça, voilà, un peu léger au niveau de... Enfin, en fait, ce que je veux dire est bizarre, parce que c'est tout le principe, mais si t'enlèves le fait que c'est des chats, bah, c'est une série de zombies classiques. Tu vois. Et le dessin, j'ai des vrais reproches sur certaines simplifications, certains détails, et ça manque de... En fait, moi, je les ai lus d'affilée pour préparer ce podcast, donc du coup, je trouve ça devient assez étouffant au bout d'un moment, ce choix de lignes claires qui, du coup, bah, en fait, à la fin, manque un peu de relief, quoi. C'est comme tu l'as dit, il manque un peu d'épaisseur. C'est ça. De détails, ou je sais pas. Ça s'apprécie mieux, peut-être en mensuel, je sais pas, ou alors en lecture fractionnée. Mais du coup, au bout d'un moment, tu te dis quand même que, ouais, ça mériterait peut-être plus de travail sur la mise en scène, avec des... Il y a un numéro qui est top, qui est vu, tu sais, en point de vue FPS. Ouais. Voilà, ça, c'est une très bonne idée pour renouveler un peu le bail. J'aimerais plus d'idées graphiques dans ce style-là. Ouais. Il y en a dans la maison. La maison, c'est très bien dessiné. Moi, c'est pas un coup de cœur. J'aurais espéré que ce soit un coup de cœur en tant que fan de chats. Vous en apercevoir. J'aime beaucoup les chats. Je trouve que Stray Dogs était quand même un peu supérieur. C'est paradoxal, hein. Mais pour moi, c'était peut-être plus polar. Après, évidemment, le genre du zombie est tellement codifié. L'expérience marche très bien. C'est une lecture que je recommanderais encore une fois. J'attendrai de voir la suite pour voir si ça se renouvelle un peu. Sachant qu'il y a un crossover avec Stray Dogs qui est prévu justement, je crois que c'était dans le numéro 21 qu'ils l'ont fait. Je sais pas, j'ai vu que je la suis pas en VO. On verra bien dans le deuxième tome a priori, ou troisième du coup. Mais du coup, la série est pas finie? Bah non, c'est non-going. Ah, mais faut que j'envoie les photos de mes chats alors. Pour voir s'ils les foutent à la fin de leur numéro. Pour moi, c'est toujours en cours, ouais, c'est une vraie ongoing. C'est pour ça que je te dis, j'espère vraiment que ça ira, assez loin, quoi. Tony Flix et Trish, machin. Forstner. Vous allez recevoir les photos dans la boîte mail dès ce soir. Voilà, donc c'est dispo chez Panini, c'est sorti tout récemment. C'était le 25 mars, donc vraiment tout récent, au prix de 26 €. Et pour terminer déjà ce Back Issues, on continue à parler de chats, mais cette fois-ci d'un gros chat. Et d'un gros chat à natte et avec une hache ou avec une épée. Des gros pecs. Et voilà, des gros muscles et qui défouraille sa mère, qui n'en a rien à foutre de la subtilité. C'est le fauve de combat. C'est notre Battle Beast préféré. C'est donc le premier tome de la série Battle Beast. Alors, je crois que
en VO ils disent vraiment Invincible Universe Presents Battle Beast. Les 6 premiers numéros dans un album, c'est le grand retour de Robert Kirkman et Ryan Otley à l'univers d'Invincible. C'est une série qui se passe chronologiquement. Alors, je sais plus, je crois que c'est entre les numéros 19 et 80 quelque chose. Donc, soit en fait, entre la disparition de Battle Beast après le combat de Mark Grayson contre, où il se fait rétamer. Par Titan, justement, et par ses sbires, justement, par Face de Fer et tout ça. Donc, où il se fait rétamer par Battle Beast, où Battle Beast, il se barre, il fait, quel challenge de merde, c'est ça, moi je me casse. Et on le retrouvera bien plus tard, enfermé dans les geôles Viltrumites. Donc, au bout de ce premier arc, on voit déjà à peu près comment ça va se dessiner. De toute façon, la série, elle est prévue en 3 tomes, a priori, ce sera 18 numéros en tout. À voir. Pour l'instant, c'était comme ça le plan, et c'est comme ça en tout cas qu'il a été communiqué à Delcourt, puisque c'est Thierry qui nous en parlait en podcast. Mais après, c'est une série qui fait beaucoup de succès, qui a beaucoup de succès aux États-Unis. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure ils peuvent prolonger un petit peu d'un arc ou deux l'expérience, si ça leur plaît. Et en même temps, moi, je leur reprocherais pas, parce que là, pareil, c'est pas une série qui va vous parler de l'état du monde, c'est pas une série qui va vous raconter grand chose. Mais c'est pas grave. Kirkman et Otley qui vous disent vous aimez le bagarreur, et ben on va vous donner de la bagarre dans un contexte plutôt dark fantasy en fait qui éloigne un peu ce côté très SF de Invincible. On va dans un autre contexte plus médiéval, on va dire. Bon, il y a un peu des deux quoi, on va dire. Ouais. Mais donc et surtout avec de la violence quoi, avec des boyaux dans veux-tu en voilà, avec des chairs déchirées, avec un peu d'humour aussi. Ça essaie d'être un petit peu rigolo et ça marchouille. Mais surtout, on est là pour de la grosse violence. Et là-dessus, pareil, le contrat, il est rempli, en fait. Quel plaisir d'avoir autant de violence et hardcore aussi. Pareil, avec un psychopathe. Ce Battle Beast qui donne tout ce qu'il a pour défoncer la gueule de tout ce qui l'entoure. Mais pas que. Moi, ça me va, quoi. Pas que. C'est ça que moi, je trouve il cool. y a de la sensibilité un peu. Mais on s'en branle, Corentin. Mais non, on s'en branle pas. On est là pour le mettre des épées déchirer des monstres en deux. Pour ça. Moi, je suis là que pour ça. On n'est pas que là pour ça. Il faut que ça raconte un truc quand même. Mais sois honnête. Bah non. Ah, t'es pas honnête, donc. Non, je suis pas honnête, mais. T'en as quelque chose à foutre de l'intrigue en tant que tel. Mais je trouve cool. C'est super. Enfin, c'est vachement bien. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a tu me reproches d'être blasé, après tu me reproches d'être content. Décide-toi un peu. C'est vrai. Connard. Eh ben, dis donc. Non, mais voilà. Moi, j'ai toujours regretté, justement. Enfin, déjà, je trouve qu'Invincible, ça reste, avec Walking Dead, évidemment, le meilleur travail de Kirkman. Je pense qu'il n'y a pas de gros débat sur. Il y a des gens qui vont peut-être préférer Outcast selon qu'on aime l'horreur ou pas, mais. Non, je pense que même en aimant Outcast, on peut quand même s'accorder sur le fait que Walking Dead et Invincible sont ses meilleures séries. Hein. Et Invincible encore plus, puisque contrairement à Walking Dead, c'est quand même borné à la règle de cet univers qui est sérieux et cruel. Walking Dead, Invincible, il peut tout faire. S'il veut faire de la comédie, il peut. S'il veut faire de la romance, il peut. Et s'il veut être cruel, il peut aussi. S'il veut être cruel, il peut. S'il veut faire de la baston façon Dragon Ball Z, il peut. En fait, voilà, Invincible, c'est vraiment le prisme de tout ce que Kirkman sait faire. Et généralement, quand il le fait avec même les discours politiques. Hein. Il le fait avec intensité. Dans Invincible, vous avez une allégorie sur est-ce qu'on veut la liberté ou la sécurité. Il le fait avec un seul intensité. Il le fait pas avec deux. Il le fait il fait 3 intensités. Et voilà, mon gars, c'est beaucoup de densité, donc ça part très loin, tu vois. Désolé. S'il veut faire du space op, il peut, etc. Donc j'aurais moi bien aimé que, alors il y a déjà eu beaucoup de spin-off, vous me direz, il y a eu les gardiens du globe, etc. Mais Brit, Tech Jacket, Wolfman même. Ils mettent un truc, oui, mais alors Wolfman, c'est un spin-off sans en être un. Oui. C'est plus une disquette. Mais on peut en parler d'ailleurs, c'est sorti. Hein, oui, il y a les 2 intégrales qui sont dispo. Ouais. Voilà, ce que assez proche de ce que d'écriture Invincible dans un sens. Néanmoins, voilà, j'ai regretté qu'ils mettent si longtemps avant de se remotiver à refaire du Invincible, alors que la série télé, ça fait quelques années qu'elle est sortie, qu'il y aurait eu matière, en fait, à mon sens, à faire des séries dans le monde d'Invincible, comme par exemple, tu sais, il y a toute cette espèce de préquel sur Alien the Alien qui va étudier les potentialités de défense de planètes qui voudraient rejoindre la Fédération. Ça aurait pu faire une mini-série sympa. Tous les personnages, c'est tellement riche. Tous les personnages qui sont dans cette saga-là qui auraient pu mériter les petits arcs à eux. Et un petit peu comme il le fait maintenant avec la série animée où il intensifie la présence de Darkblood, par exemple. Ouais. Là que Battle Beast, qui en fait a toujours été un peu un favori des fans, alors qu'il a très peu de présence, hein, en vérité dans les comics, il apparaît
il éclate la gueule de Mark Grayson. Il fait, bon, c'est même pas la peine que je me fatigue les mains. Vous êtes pourris, je vais juste trouver un adversaire plus digne de moi ailleurs. Et après, il réapparaît dans les geôles des Viltrumites. Et il est plus ou moins allié avec eux parce qu'on lui promet de la grosse bagarre. Et même là, il est pas tout seul. Donc, oui. ça a toujours été un peu dommage que ce personnage qui est ouvertement inspiré par Conan le Barbare, par le guerrier classique tigre de Donjons et Dragons, par toute cette fantaisie un peu brutasse, et par aussi cette envie de défourailler. L'anecdote est connue aujourd'hui, mais quand vous lisez beaucoup d'interviews de Kirkman, en fait, il revient sur son procédé de travail avec Ryan Otley, et où il lui explique que les grandes planches d'Invincible qu'on connaît, avec le combat contre Conquest, le combat entre Battle Beast et Freddie Mercury, il a rien donné comme détail, en fait. Il dit juste, ils se battent, et il écrit entre parenthèses dans son script qu'il envoie ensuite à Ryan Otley, make it awesome. Oui. Et moi, j'adore cette histoire parce que justement, c'est vraiment ça illustre très bien, en fait, la relation symbiotique entre Kirkman et Otley, et pourquoi Invincible marche mieux que beaucoup d'autres BD de Kirkman, c'est que il y a une alliance parfaite entre la générosité un peu starbée du dessinateur qui, comme tu le dis, aime la violence, et c'est très bien la mettre en avant, et un scénariste qui sait qu'il n'a pas besoin de s'emmerder à devoir être le metteur en scène. Là, on a compris, grosso modo, que si on voit les plages du script, il y aura écrit partout Make it awesome. Parce que c'est une BD qui est faite, effectivement, pour combler un peu juste le potentiel gâché qu'on n'avait pas eu dans Invincible avec Battle Beast. Là, le but, c'est de voir Battle Beast défourailler des types. Et comme, effectivement, il se rend compte qu'il y a moyen aussi de raconter un truc peut-être plus profond, ou en tout cas d'animer un peu cette croisade de barbares, il t'en fait une vraie série. Il t'en fait une vraie série avec des vrais personnages secondaires, avec beaucoup d'humour, justement, avec donc Battle Beast sort de son portail dimensionnel, enfin de téléportation, il tombe dans un vaisseau qu'il a déjà charclé, et où en fait l'ordinateur de bord, qui est un peu sassy, c'est de l'humour un peu à la britannique, un peu vache, ouais. Voilà, exactement, il lui dit mais alors du coup Battle Beast, tu as buté les occupants de l'équipage, moi je les aimais bien. Et Beast il lui répond, enfin le fauve de combat lui répond, mais en fait tu comprends, moi c'est pas un choix, je suis animé par une colère destructrice tout le temps. Comme Galactus, j'ai besoin de me nourrir de violence. Ça me fait mal, ça me fait chier, mais c'est comme ça. Et en fait, le seul truc qui pourrait me libérer, c'est la douce embrassade de la mort. Donc j'aimerais trouver un adversaire. Côté très romantique. Oui, très très épique, voilà, ouais. vraiment à la Conan. Je cherche ou à la Spartiate, tu vois, façon Frank Miller. Je cherche un adversaire qui pourrait me permettre d'obtenir une mort glorieuse au combat et de me libérer de ce truc-là. Et l'ordinateur qui fait, ça tombe bien, moi aussi je veux que tu meurs, parce que tu as tué mes copains, donc je vais te trouver des adversaires à ta mesure. Il va zigouiller une première créature, et dans le ventre de cette créature, il y avait un prince alien qui lui dit, mais si tu veux, moi j'ai une autre solution, puisque là le combat t'a pas rassasié, la frangine de la créature que tu viens de tuer est encore plus puissante. Et donc on va aller sur mon univers, et là ça devient vraiment de la fantaisie, encore une fois, à la Conan, au point même que t'as une sorcière qui se fait passer pour une meuf super canon pour piéger ses adversaires, comme dans Conan de John Milius. Et en fait, Battle Beast, au fur et à mesure, commence à développer des sentiments humains. Et il se fait des copains avec le robot. Ouais, mais après, faut doser ça, parce que après, vu que tu le retrouveras après dans Invincible et qu'il est pas devenu non plus tant différent que ça, moi, parce que ses copains vont se faire massacrer, je pense. Enfin, ça va être la conclusion du truc. Oui. Voilà. En l'occurrence, mais. Ouais, mais c'est quand même chouette parce qu'il aurait pu vraiment juste faire une série de gladiateurs oui, c'est sûr. Sans cœur émotionnel, alors que là, quand même, je sais pas, il est plutôt sympa, ce chat, tu vois. Enfin, oui, faut que tu t'attaches à lui un minimum, sinon ça marcherait. Voilà. Enfin, sinon ça marcherait que pour moi, quoi. Non, pas que pour toi. Moi aussi, j'aurais pas été contre de voir les dessins, les scènes de combat sont effectivement, et c'est très agréable aussi de retrouver un Ryan Otley qui se fait plaisir. Ouais. Ça se voit. Il y a. Tu te dis quand même, en fait, mais comment ils l'ont gâché chez Marvel au final? Je ne veux même pas parler de la période Marvel de Ryan Otley. Autant sur le Hulk avec Donny Cates, tu vois, il y avait quelques trucs un peu concons et donc ça avait permis de donner quelques scènes d'action un peu débiles, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu retombes maintenant sur Battle Beast, tu te dis, mais à quel moment on lui a pas donné une mini-série hors continuité, voilà, un truc et où il aurait pu se lâcher complètement. C'est incompréhensible. Là, en plus, il profite d'avoir un tigre comme personnage principal qui, du coup, utilise beaucoup sa mâchoire pour combattre. Ce qui n'était pas le cas, hein, je veux dire, dans les anciens Invincibles, il y a quand même cette logique de, quand Mark Grayson est acculé, il fait des choses qui sont pas propres. Il combat un peu en dirty, quoi, on va dire. Il coup de tête, c'est comme ça qu'il tue Conquest, d'ailleurs, à coup de boule et tout. Il pète le bras métallique de Conquest qui donne des mains un peu décharnées et tout.
Là, voilà, et t'as un personnage qui ne se met pas de limite de base, qui n'a pas besoin de faire ce voyage du héros, parce que dans Invincible, il y a quand même un propos sur Mark qui doit libérer sa violence intérieure, parce que, un peu comme Luther Strode, puisque c'est un peu la même école, ceci étant, c'est la violence qui fait le bon combattant et pas la tactique. Donc il y a cette logique de, voilà, Battle Beast, c'est le bout de la chaîne de ce truc-là. Donc il peut se faire plaisir. Et à côté, effectivement, t'as beaucoup de dialogues comiques. T'as aussi un truc qui, moi, me fait... Enfin, vraiment, j'ai l'impression de retomber comme quand j'avais 21 ans que j'ai commencé Invincible. Les réutilisations de cases. Oui, Parce que ça, c'est génial. Franchement, Kirkman et Walker, quand ils ont trouvé cette idée-là, ils ont niqué le game, parce que dans les comics, c'est mal vu, les réutilisations de cases. Quand tu fais un copier-coller pour gagner du temps, parce que le mensuel, tu comprends, c'est compliqué et tout. Dans le tome 1 d'Invincible, t'as Mark Grayson qui va voir son artiste préféré, qui a la tête de Bendis. Voilà, qui a la tête de Bendis. Et en fait, il lui dit, mais t'as vu, tu réutilises vachement les cases pour occuper de l'espace, et du coup, ça fait un effet comique. Et le mec lui répond, ah oui, tiens, j'avais pas fait. Non, il lui fait, tu penses pas que c'est un peu cheaté? Et après, t'as 5 fois la même case où il dit rien, et puis à la fin, il fait non. Et là, en fait, du coup, Otley, qui, lui, pour le coup, je pense, pourrait tenir la cadence, avait déjà récupéré ce gimmick dans Invincible, mais là, du coup, il le réexploite. Et donc, t'as plein de fois les mêmes cases qui sont réutilisées. Sauf que comme ils l'ont désamorcé dans Invincible, du coup, t'as le droit. Ils ont le droit. Du coup, il y a un peu d'esbrouf, mais c'est des codes graphiques qui sont agréables à retrouver. Et retrouver dans cet univers-là. C'est un peu de l'easter egg aussi. C'est sympa, quoi. C'est exactement, c'est sympa de retrouver le monde d'Invincible. C'est sympa de retrouver cette générosité un peu bébête. Ce lore aussi, parce que c'est pareil, encore une fois, comme tu peux tout faire avec Invincible, d'un coup, on te crée un royaume de fantasy alien, qui a ni queue ni tête, dans l'absolu, où le prince est un ancien partouzard affreux, qui se trouve qu'il a été lâche. Voilà, et lâche, qui a reçu une sorte de don de vie éternelle grâce à ses parents qui sont sacrifiés pour lui. Où les vilains, c'est des vilains des années 90 avec des sclums partout, des grosses griffes. Enfin, c'est littéralement du McFarlane au niveau graphique. Et le héros, c'est un tigre de péplum ultra violent qui pas très bavard. Et pourtant, ils vont tous devenir copains. Et ça, c'est trop bien. Voilà. Et ça, moi, voilà, ça me confirme que Robert Kirkman sait écrire et qu'il sait pas simplement écrire toutes les œuvres du monde. Dans Invincible, il est bien. Il a ses chaussons, il a sa méthode, ça marche très bien, on sait pas chier. C'est de la pure série animée violente comme on aime. Et c'est bien, voilà, c'est sympathique de voir que le mec sait encore composer des trucs qui régalent. Parce que c'est ça, c'est le mot, ça régale. Après, faut pas se mentir, si c'était pas Ryan Otley qui revenait aussi, c'était dessiné. Alors après, si ça avait été dessiné par James Aaron ou Daniel Warren Johnson, ce serait aussi certainement exceptionnel. Mais si ça avait été dessiné par, je sais pas, Alex Maleev, tu vois, ça n'aurait sûrement pas du tout la même saveur. Et... Ouais, je pense pas qu'il aurait écrit ce scénario-là avec Alex. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, avec n'importe quel dessinateur un peu mid. Oui, mais voilà. bon, c'était pareil pour Invincible avant. Je veux dire, il y a un avant et un après. Quand Cory Walker. Oui, mais en l'occurrence, c'est pas les parties les plus violentes en plus. Bah non, il était revenu après. Que le début, c'est que le tout début. Au final, Cory Walker, aujourd'hui, tout le monde considère quand même que c'est Ryan Otley, le dessinateur d'Invincible. Mais évidemment, bien sûr, comme tout le monde considère que Charlie Adlard est le dessinateur de Walking Dead. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il aurait probablement pas fait Invincible comme il l'a fait s'il avait pas eu Ryan Otley. Ils se sont découverts, parce que tu sais, au départ, il est arrivé un peu au pif, hein. Au départ, il devait faire un fill-in, Ryan Otley. Et quand Kirkman a vu ce qu'il savait faire, il a dit, toi et moi, on va faire des grandes choses ensemble. Et quand ils ont commencé à aller dans le côté ultra violent, là, Kirkman s'est dit, mais je peux carrément, en fait, du coup, pousser ce potard-là à fond. J'ai un mec sur qui m'appuyer. T'as raison sur le papier, mais c'est qu'à de le dire. Mais c'est trop facile de dire, grâce au dessinateur, la BD est bien. C'est une alliance des deux, c'est le principe de la bande dessinée. Oui, tu as raison. Et du coup, voilà, moi, j'admets que c'est mon angle mort nostalgique. On est nostalgique, nous aussi, hein, de fait. Ce genre de bonus easter eggs qui ne servent à rien dans le canon principal. Oui, c'est complètement, c'est totalement indispensable et pourtant. C'est littéralement une série nostalgique à la Marvel, hein. Sauf que c'est bien fait et que c'est agréable et que quand les créateurs reviennent pour avoir des bons petits bonus comme ça, on ne crache pas dans la soupe, y a pas de raison. Moi, voilà, si, comme tu dis, si vous voulez faire 4-5 arcs avec ça, je suis pas contre. Hein. Moi, de cette qualité-là. Ou d'autres spin-offs. Ouais. Non, mais je sais pas s'il y a d'autres personnages en fait qui m'intéressent plus que ça. Après, c'est sûr que t'auras envie de te dire la jeunesse de Conquest, quoi. Ou, oui. D'autant ça pourrait faire aussi quelque chose d'ultra violent et bourrin. Ou le passé des Viltrumites ou un truc comme ça. Oui, tu pourrais faire, tu sais, l'équivalent de la série Krypton, mais Viltrum, quoi. Bah voilà. En fait, allez. Mais ça marche parce que ça reste aussi un univers qui, de base, a aussi été super bien développé et c'est pour ça, c'est qu'il y a toutes les qualités,
Ouais, et puis t'as le bestiaire aussi qui est toujours aussi généreux. Il y a quand même pas mal d'idées de design, tu vois, qui sont quand même plutôt cool. C'est très toon aussi, donc ça fait vraiment très série animée, hein, en l'occurrence. Ouais. Et il y a pas les enjeux que tu peux avoir dans un Invincible où il s'agit de sauver la Terre, où t'as quand même Oui, parce que en plus tu connais le destin du héros, parce que tu sais que Battle Beast va s'en sortir, tu sais comment ça va finir, donc c'est juste là, t'es vraiment là pour le voyage et pas du tout la destination. Exactement. Hein. Et le voyage, pour l'instant, il régale. Donc, c'est quand même largement recommandé. Et donc, on en a terminé pour ce Back Issues. Donc, Battle Beast disponible en librairie pour 18,50 €. N'hésitez pas. C'est disponible là depuis le 2 avril 2026. Donc, ça vient tout juste de sortir. On espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez lu récemment. Si vous comptez lire des BD qu'on a chroniqués après nous avoir écoutés. Vous pouvez partager ce podcast pour nous aider à grandir, tout simplement, à être découvert, pour participer aussi, tout petit, à participer à faire découvrir d'autres bandes dessinées. Vous pouvez aussi nous soutenir sur notre Tipeee après être passé en librairie. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut!